3 meurtres à St. Mary Mead. Une enquête de Miss Marple, chapitre 1, l'après-midi chrysanthème. L'exposition annuelle de fleurs et de jardins de St. Mary Mead, qui s'est tenue sans interruption pendant 37 ans, n'avait jamais été perturbée par un événement plus dramatique qu'un désaccord entre Madame Price Readley et le comité de jugement de la Société d'horticulture quant à la classification d'un dahlia hybride. C'est donc avec une stupéfaction quasi véritable que les villageois rassemblaient. Une 60aine de personnes, allant de l'épouse du colonel Bantry, venue de Gossington Hall, au jeune Tommy Hodgkins, présent uniquement pour la bière de gingembre, se retrouvèrent à contempler le corps inanimé de M. Neville Forsyth, étendu mis parmi les tables d'exposition sous le grand chapiteau, une expression de légère surprise encore présente sur son beau visage. Il était 4h23 de l'après-midi, le 14 septembre 1952. La météo avait été clémente toute la journée, une de ces lumineuses après-midi de septembre anglaises qui compensent largement la grisaille de la semaine précédente. Les chrysanthèmes, jugés les plus beaux de l'histoire de l'exposition, se dressaient dans leurs vases, alignés avec une sérénité imperturbable face à l'agitation qui commençait à s'installer autour de la table centrale du chapiteau. C'est Madame Dolly Bantry qui le trouva. Elle était retournée sous le chercher ses lunettes de lecture, qu'elle posait toujours n'importe où, attribuant ensuite systématiquement ce désordre à quelque cause indéfinie de son quotidienne. Elle avait soulevé le volet de l'entrée, fait 3 pas à l'intérieur, et là, il y avait Neville Forsyth, allongé sur le côté dans l'herbe, un bras tendu comme pour désigner le pied de la table où étaient disposés les chrysanthèmes. « Mon Dieu !» dit-elle, sans crier, ce qui est tout à son honneur. Puis elle resta immobile pendant exactement 5 secondes, avant de se retourner, de ressortir et de dire, clairement et distinctement à la personne la plus proche, qui se trouvait être le docteur Raymond Haydock. « Raymond, je pense que vous feriez mieux d'entrer. » Neville Forsyth semble être tombé assez mal. Le docteur Haydock entra aussitôt. C'était un homme imposant et pragmatique, au visage qui inspirait confiance, sans pour autant être distingué. Il s'agenouilla près de Forsyth, posa 2 doigts sur sa nuque et se releva en moins d'1 minute, l'air parfaitement calme et professionnel. « Il est mort, » dit-il à Madame Bantry, qui l'avait suivi à l'intérieur. « Envoyez quelqu'un chercher l'inspecteur Slack. » À l'extérieur du chapiteau, le spectacle se poursuivit pendant 4 minutes, dans l'indifférence générale. L'orchestre de l'église paroissiale de Sainte Mary Mead jouait une valse arrangée sur un air de film que personne ne parvenait à identifier. Des enfants mangeaient des glaces. Le vicaire, le révérend Clément, examinait les courgettes avec une gravité solennelle. Puis, la nouvelle se répandit avec cette rapidité singulière propre aux mauvaises nouvelles dans les petits villages, non pas par une annonce officielle, mais par une sorte de transmission atmosphérique, et les gens commencèrent à se diriger vers le chapiteau par petits groupes incertains. L'orchestre joua une dernière mesure et s'arrêta. Miss Jane Marple, assise sur une chaise en toile près du parterre de pois de senteur, perçut le changement dans le brouhaha de la foule avant même d'en comprendre la signification. Elle avait 71 ans cette année-là, femme menue et droite, vêtue d'un pull en laine lavande, les cheveux blancs soigneusement relevés sous un chapeau d'été. Ses yeux d'un bleu pâle et d'une clarté remarquable semblaient capter la lumière et ne jamais la relâcher. Elle avait remporté le 2e prix pour ses marguerites de la Saint-Michel. Elle estimait que le premier prix lui revenait davantage, mais elle n'en était pas rancunière et tricotait, tranquillement, observant l'après-midi, avec la douce satisfaction de celle qui trouve matière à réflexion même dans les plus petites réunions mondaines. Elle se leva alors avec précaution, rangea son tricot dans son sac et se dirigea vers le chapiteau à un rythme mesuré, plus lent que la curiosité ne l'aurait souhaité, mais plus rapide que son âge ne l'aurait excusé. L'inspecteur Slack arriva 9 minutes après la demande du docteur Haydock.
Un délai très court pour lui. C'était un homme maigre et impatient, coutumier des conclusions hâtives, qu'il remettait en question uniquement sous la pression. Il se glissa dans la tente, examina le corps d'un air qui laissait deviner qu'il confirmait une intuition, puis en ressortit avec l'air de quelqu'un qui avait déjà une idée précise de l'affaire. « Le cœur, c'est ça ?» dit-il à Haydock. « Je ne peux pas encore le dire, » répondit Haydock avec prudence. « Il faudra procéder à une autopsie. Cet homme avait 62 ans, n'est-ce pas? Des antécédents de problèmes cardiaques. » « À ma connaissance, non. » Slack parut brièvement mécontent de cette réponse. « Eh bien, dit-il, ces choses arrivent soudainement. Je voudrais parler à la famille. »« Y a-t-il de la famille ?» Il y avait la famille. Neville Forsyth était arrivé à St. Mary Mead 14 mois auparavant, s'installant à Wisteria Lodge, une maison à l'ouest du village. Durant cette période, il s'était fait la connaissance discrète des villageois, sans pour autant gagner leur chaleur humaine. On savait qu'il avait une épouse, Harriet Forsyth, une femme pâle et réservée, élégante et peu bavarde, et une sœur cadette, Philippa Forsyth, qui vivait avec eux et peignait des aquarelles de Blumont, paysages locaux, qu'elle vendait occasionnellement dans les boutiques du village. Il était également connu, quoique plus discrètement, pour avoir participé financièrement au développement local des propriétés de Witchwood Road, dans lesquelles plusieurs hommes du village avaient des intérêts, et pour avoir eu des liens antérieurs avec la famille du vieux Mems, Aubrey Trench, décédé sans testament l'hiver précédent, laissant ses affaires dans un état qui n'avait pas encore été réglé de manière satisfaisante. Miss Marple absorbait tout cela des diverses conversations qui l'entouraient, n'intervenant que par quelques questions posées avec douceur et une attention bienveillante. Elle connaissait un peu Neville Forsyth, suffisamment pour échanger quelques banalités à la poste, recevoir un signe de tête courtois à l'église, et remarquer qu'il avait cette assurance particulière de quelqu'un habitué à gérer les attentes d'autrui. Elle ne le connaissait pas bien, mais à sa manière, elle avait perçu chez lui des choses que 14 mois de vie villageoise avaient déposées dans sa mémoire comme des sédiments. Elle trouva Madame Bantry près de la table des rafraîchissements, en train de manger distraitement un sandwich au concombre. « Quelle horreur !» s'exclama Madame Bantry en voyant Miss Marple s'approcher. Il se portait à merveille. À 3h30, je lui ai parlé près des bégonias. Il a dit quelque chose comme quoi le jury était très juste cette année. Puis, 20 minutes plus tard, elle fit un geste éloquent. « Avait-il l'air malade ?» demanda Miss Marple. « Pas du tout, mais les hommes n'ont jamais l'air malades avant de l'être vraiment. N'est-ce pas? Arthur a passé un match de cricket entier à se sentir très mal et personne ne s'en est aperçu. » Madame Bantry marqua une pause. « J'imagine que c'est assez différent d'un match de cricket. »« Oui, » dit Miss Marple pensivement. « Je suppose que c'est possible. » Elle jeta un coup d'œil à la tente. L'inspecteur Slack était réapparu et interrogeait les gens à un rythme soutenu, avec une pointe de scepticisme. Le docteur Haydock se tenait légèrement à l'écart, parlant à voix basse à son sac, ou plutôt, consultant quelque chose à l'intérieur. 2 agents en uniforme repoussèrent les gens de l'entrée. Un petit groupe s'était formé à proximité. Harriet Forsyth, debout, très droite. Dans une robe de laine bleue qui semblait déplacée pour une exposition florale, le visage impassible, dans une expression qui trahissait soit le choc, soit une expression travaillée pour y ressembler. À côté d'elle, Philippa Forsyth, plus jeune d'une quinzaine d'années peut-être, les mains jointes, les yeux, rouges d'une manière manifestement authentique, et légèrement en retrait, observant la tente avec le regard concentré de quelqu'un qui calcule quelque chose. Un homme que Miss Marple ne reconnut pas. Immédiatement, grand, une quarantaine d'années environ, les cheveux noirs grisonnant aux tempes et un visage soigné et impassible. « Qui est-ce » demanda doucement Miss Marple à Madame Bantry. Madame Bantry regarda. « Oh, c'est Oliver Marsh. Il a rendu visite aux Forsyth cette semaine. Une relation d'affaires de Neville, je crois. Il vient de Londres. »« Ah, » dit Miss Marple. Ce n'était pas une syllabe particulièrement instructive, mais elle la satisfit sur le moment. Elle observa Oliver Marsh qui scrutait la tente
temps et pensa, avec cette intuition née non d'un raisonnement particulier, mais simplement de 60 ans d'observations attentives, que son expression « house » n'était pas tout à fait celle d'un homme sous le choc. C'était plutôt celle d'un homme qui réfléchissait très attentivement à la suite des événements. Chapitre 2. Qu'est-ce que le sacristain? Si. L'autopsie fut pratiquée par le docteur Haydock, en présence du médecin légiste du comté, un homme mince et méthodique nommé Reeve, qui laissait transparaître une légère déception lorsque les cas se révélaient simples. En l'occurrence, il n'en fut rien. Neville Forsyth n'était pas mort d'une insuffisance cardiaque, naturelle ou autre. Il était décédé d'un empoisonnement à la strychnine, administré par un moyen que l'examen ne put déterminer immédiatement en une quantité ayant agi relativement vite, dans les 30 minutes suivant l'ingestion, ce qui situait l'administration entre 15h45 et 16h15 cet après-midi-là. L'inspecteur Slack reçut cette information le matin du 15, son expression passant de l'incrédulité à l'irritation, puis à une sorte de résolution justifiée. Il s'attendait à une mort naturelle. Il allait désormais résoudre un meurtre. Ce n'était pas un homme qui s'adaptait facilement aux circonstances changeantes, mais il n'en était pas moins persévérant. Il passa la matinée à recueillir des témoignages. Il vit d'abord Harriet Forsyth, assise dans le salon de Wisteria Lodge, les mains sur les genoux. Elle répondait à ses questions d'une voix totalement monocorde, ce qu'il trouva soit admirable, soit suspect, sans parvenir à se décider. Neville se portait à merveille ce matin-là. Ils étaient arrivés ensemble à la foire à 1h30. Elle avait passé la majeure partie de l'après-midi dans le rayon des femmes, à admirer les compositions florales, les confitures et les conserves. Elle avait brièvement parlé à son mari vers 14h30, près de l'entrée principale, et ne l'avait plus revu jusqu'à ce que elle marqua une courte pause. Elle aperçoive l'inspecteur Slack sortir de la tente. Elle n'avait rien remarqué d'inhabituel dans son comportement ni dans son apparence à 14h30. Non, elle n'avait aucune idée de qui aurait pu lui vouloir du mal. Non, elle n'avait connaissance d'aucune difficulté financière. L'affaire des propriétés de Wychwood Road était gérée par les avocats de Neville, et elle ne s'était pas mêlée des détails. Slack pensa que cette dernière phrase avait été construite avec un certain soin. Philippa Forsyth était assez différente. Elle a pleuré à chaudes larmes pendant la première partie de l'entretien, puis s'est ressaisie avec un effort visible et est devenue étrangement précise. Elle avait aimé son frère, a-t-elle dit. Il n'avait pas toujours été facile à vivre. Elle s'est interrompue et a précisé que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Il avait récemment subi une forte pression d'ordre professionnel. Elle n'en connaissait pas les détails. Oliver Marsh? Oui, lui et Neville se connaissaient depuis toujours. Ils avaient des souvenirs communs de leur époque à Bristol. Elle ignorait la nature de leurs affaires communes actuelles. Elle insistait sur ce point d'une manière qui entendre qu'elle en savait peut-être, plus qu'elle ne voulait bien le dire. Oliver Marsh reçut Slack en personne dans la chambre d'amis de Wisteria Lodge, transformée en salle d'entretien improvisée. Slack était affable, coopératif et franc, comme quelqu'un qui avait décidé que la franchise était la meilleure des politiques. Il travaillait dans l'immobilier, expliqua-t-il. Neville et lui étaient collègues depuis 15 ans. Il était venu à Sunset, Mary Mead, pour discuter de plusieurs points en suspens concernant le projet immobilier de Wychwood Road, dans lequel Neville et lui avaient des intérêts. La mort de Neville était une perte personnelle et un désagrément professionnel. Connaissait-il quelqu'un qui voulait du mal à Forsyth? Il y réfléchit attentivement. Il y avait eu quelques différends avec un certain Willard Trench, le neveu du vieux Aubrey Trench, qui tenait Neville pour responsable de certaines pertes subies lors du règlement de la succession. Mais c'était sans doute le genre de choses qui arrivent dans les affaires sans que cela n'ait d'incidence sur les conséquences. Slack a pris note au sujet de Willard Trench. C'est le sacristain de l'église paroissiale de St. Mary Mead, un homme trapu et observateur nommé Albert Tubbs, qui fournit l'information la plus utile immédiatement, non pas à Slack,
qui n'avait pas pensé à lui demander, mais à Miss Marple, qui le rencontra tout à fait par hasard le lendemain matin, alors qu'ils inspectaient tous deux les arrangements floraux de l'église, réalisés pour la fête des récoltes, et qui, de la vie éclairée de Miss Marple, n'était pas aussi réussi que les années précédentes. C'est bien triste ce qui est arrivé à monsieur Forsyth, remarqua Tubbs en réarrangeant une gerbe d'orge qui avait été placée d'une manière qui lui déplaisait esthétiquement. « Absolument, » approuva Miss Marple. « Étiez-vous au spectacle, Albert? »« Oui, j'étais Miss Marple. Et j'ai vu quelque chose qui m'a longtemps fait hésiter à le signaler à la police. Je l'ai dit à ma femme. Elle m'a dit que je devrais, puis j'ai pensé que ce n'était peut-être pas ce que ça paraissait. Et elle a dit que je me cherchais des excuses. Miss Marple, qui avait constaté au fil des ans que poser des questions directes incitait souvent les gens à se replier sur eux-mêmes par prudence. Ne dit rien du tout et se contenta de regarder l'orge avec une douce attention. J'ai seulement vu M. Forsyth entrer sous le chapiteau vers Zexandes, a déclaré Tubbs, et j'ai vu quelqu'un sortir du fond, du coin où étaient installées les tables supplémentaires, vers 16h15. À peine 5 minutes d'intervalle. Mais le fait est que je suis presque certain que cette personne n'est pas entrée par l'avant pendant que je regardais, ce qui signifie qu'elle a dû passer par derrière, par l'ouverture dans la toile. « Et qui avez-vous vu sortir ?» demanda Miss Marple, sur le ton doux de quelqu'un qui s'enquiert d'une recette. Albert Tubbs hésita. « C'est ce dont je ne suis pas tout à fait sûr, » dit-il, « car je n'ai vu que le dos. Mais le manteau, enfin, c'était ce gris particulier avec les boutons marrons, et je suis presque certain qu'il appartient à Madame Forsyth. »« Presque seulement, je le remarque, » Miss Marple acquiesça, visiblement absorbée par un arrangement douteux de baie d'automne. « Vous devriez absolument en informer l'inspecteur Slack, dit-elle, comme votre femme l'a très justement fait remarquer. » Après le départ d'Albert Tubbs, Miss Marple s'assit au 3e rang en partant de l'avant, sa place habituelle le dimanche matin, et s'accorda quelques minutes de profonde réflexion. Elle avait observé Harriet Forsyth à l'exposition florale et avait particulièrement remarqué le visage de cette femme dans les instants qui suivirent la découverte du corps. Non pas le choc que n'importe qui aurait pu feindre, mais l'absence d'une chose précise. Il existe, songeait Miss Marple, plusieurs réactions qu'une épouse produit automatiquement lorsque son mari, après de nombreuses années de mariage, est retrouvé mort subitement. Harriet Forsyth avait eu les réactions appropriées, avec une précision qui constituait, paradoxalement, une sorte d'erreur. Elle sortit son tricot, une paire de chaussettes bleues pour sa nièce, et laissa son esprit vagabondeur vers la question de la strychnine. Comment elle est administrée? Combien de temps cela prend? Et comment, dans l'espace joyeux et bondé d'une exposition florale de village, on pourrait l'administrer sans que personne ne s'en aperçoive? Chapitre 3. Un verre de fleurs de sureau vin, la buvette du salon des fleurs et des jardins de Saint. Mary Mead était gérée, comme depuis 11 ans, par Madame Joséphine Carmody, une femme dynamique et compétente, qui tenait l'épicerie du village et abordait toutes les tâches d'organisation avec la même rigueur et la même efficacité que pour l'inventaire. Elle proposait des sandwichs, des scones, un gâteau aux fruits, 2 sortes de biscuits, du thé dans de grandes théières brunes et une tradition qu'elle avait instaurée 4 ans auparavant et qui avait rencontré un vif succès, un bol de vin de fleurs de sureau fait maison, issu de son propre jardin, servi au verre pour 6 pence. C'est ce vin de fleurs de sureau qui fit l'objet d'une enquête approfondie dans les jours qui suivirent la mort de Neville Forsyth. Le rapport du pathologiste confirma l'ingestion de strychnine, et le vecteur le plus plausible, compte tenu du contexte et des circonstances, était un liquide. Le vin, seul alcool présent lors de l'événement, devint presque immédiatement la principale préoccupation de l'inspecteur Slack. Le problème, c'est que Madame Carmody n'avait tenu aucune trace des personnes qui s'étaient servies. Le service avait été libre pendant une bonne partie de l'après-midi. Une louche et une pile de verre étaient disposées sur une table d'appoint près de la sortie. Elle était presque certaine d'avoir vu Neville Forsyth se servir un verre vers 4 heures.
Il aimait bien le sureau, M. Forsyth. Il en avait déjà pris au spectacle de l'année dernière. Mais elle ignorait si le verre qu'il avait pris était celui qui avait été trafiqué, ou même s'il avait été trafiqué tout court dans le récipient de service, ou encore si la méthode était totalement différente. Le vin restant a été analysé. Il était propre. Cela signifiait, si le vin était le vecteur, que la strychnine avait été introduite dans un verre individuel et non dans le verre commun, ce qui impliquait que quelqu'un avait accès au verre spécifique de Forsyth, suggérant ainsi que cette personne était avec lui lorsqu'il a bu ou peu de temps auparavant. Slack trouva cela élégant et simple. Il retourna auprès d'Harriet Forsyth, animé d'une détermination renouvelée. De son côté, Miss Marple avait rendu visite à Madame Carmody sous le prétexte tout à fait légitime d'acheter des conserves et une pelote de laine verte, et avait, au cours d'une conversation de 25 minutes, appris plusieurs choses d'un intérêt considérable. Premièrement, Oliver Marsh avait lui aussi bu un verre de vin de sureau vers 3h30, bien avant Forsyth. Deuxièmement, Philippa Forsyth se trouvait près de la table des rafraîchissements vers 4h, sans toutefois consommer de vin, étant, comme le notait avec assurance Madame Carmody, une abstinente convaincue, même des alcools les plus doux. Troisièmement, et c'était le plus intriguant, une autre personne était présente à la table des rafraîchissements vers 4h. Un homme que Madame Carmody décrivait comme ce jeune homme qui aide Willard Trench dans son jardin, celui aux cheveux roux et à l'allure distinguée. Une description à partir de laquelle Miss Marple, par une enquête plus approfondie et discrète, parvint à identifier Percy Bassett, 23 ans, neveu d'une des plus anciennes familles d'agriculteurs du village, employé occasionnellement par Willard Trench, petit-neveu du défunt Aubrey Trench. Percy Bassett était-il connu de M. Forsyth? Demanda Miss Marple, examinant la laine avec la concentration de quelqu'un comparant des nuances qui étaient en réalité identiques. « Je ne pense pas qu'ils se connaissaient beaucoup, » a déclaré Madame Carmody. « Pourtant, il était là il y a 2 semaines, lorsque le jeune Percy a apporté un message à Wisteria Lodge. Je les ai vus de l'autre côté de la rue, en train de discuter devant le portail. L'ambiance était, disons, tendue. Miss Marple pailla sa laine et ses conserves et rentra chez elle à pied, dans cet après-midi de septembre, qui avait pris une teinte grise et automnale, ce qui était toujours une légère surprise. Même lorsqu'on s'y attendait, elle pensait à Percy Bassett et Willard Trench, à feu Aubrey Trench, et à une lettre qu'elle avait aperçue par hasard sur une table à la poste, 3 jours avant l'exposition florale, sans la lire, juste en l'esquissant, adressée à un cabinet d'avocats de Bristol, écrite de la main de Neville Forsyth. Bristol, où Oliver Marsh et Neville Forsyth s'étaient rencontrés. Elle pensait s'ébrouiller à la nature particulière de la strychnine, son amertume extrême, et le fait que même une petite quantité dans un verre serait perceptible par la plupart des palais. Le vin de fleurs de sureau, en revanche, possède une douceur intense et une fraîcheur florale caractéristique. Il pourrait, pensa Miss Marple, masquer l'amertume bien mieux que la plupart des choses. Elle repensait aussi à une conversation qu'elle eut avec une femme de son village, une 40aine d'années auparavant. Cette femme avait perdu son mari lors d'une kermesse paroissiale, subitement, au milieu d'une foule, et elle se souvenait de la sérénité apparente de cette dernière pendant la première heure, de la justesse impeccable de ses réponses, à tel point que personne ne l'avait remarqué. Plus tard, elle avait été condamnée pour avoir empoisonné son mari pendant 3 semaines, avec une patience et un sang-froid que le juge avait qualifiés de remarquables. La patience, songeait Miss Marple en déverrouillant le portail de son jardin, n'était pas toujours une vertu. Chez elle, elle s'installait près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, son tricot à portée de main, laissant les différents fils de l'histoire se déployer librement dans son esprit comme une belle aiguille à tricoter avant de prendre forme. Elle n'était pas encore prête à les rassembler.
Il y avait des choses qu'elle ignorait encore, ce qu'elle savait, ou plutôt, ce qu'elle ressentait avec la certitude acquise après 7 décennies d'observation des gens. C'était que la mort de Neville Forsyth n'était pas simple. La strychnine, c'était une chose. La manière dont elle avait été administrée, au milieu d'une foule, lors d'un événement public, suggérait un certain culot et une certaine préméditation. Et le nombre de personnes qui, pour des raisons qui n'étaient pas immédiatement évidentes, avaient souhaité du mal à Neville Forsyth était déjà plus important que ce que l'inspectrice Slack commençait à imaginer. Chapitre 4. Le docteur Reluctance. Le docteur Haydock n'était pas, de nature, un homme réticent. Médecin, dû qu'un village depuis 22 ans. Il avait mis au monde la plupart des jeunes habitants, soigné les maux des plus âgés et affronté toute une gamme de souffrances et de méfaits humains, avec la sérénité que confère l'expérience plutôt que l'indifférence. C'était un bon médecin et un homme intègre. 2 qualités qui ne sont pas toujours synonymes, mais qui, dans son cas, coïncidaient. Il était cependant réticente à présent. Miss Marple l'avait bien compris lorsqu'elle s'était présentée chez lui sous prétexte de faire renouveler une ordonnance. Un prétexte si évident qu'il l'avait regardée par-dessus ses lunettes avec une expression mêlant amusement et légère exaspération. « Asseyez-vous, Miss Marple, dit-il en désignant la chaise près de son bureau. « J'ai déjà renouvelé cette ordonnance 2 fois ce mois-ci. Je suis très étourdie, dit-elle placidement. Vous n'êtes absolument pas distrait. Eh bien, dit-elle, seulement si vous le souhaitez. Il s'assit et se frotta la joue, un geste qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il pesait le pour et le contre. Ce que je vous dis, dit-il après un moment, est confidentiel. Je ne veux pas que cela se retrouve sur Slack et qu'on puisse me l'attribuer, car il s'agit de spéculations et certaines d'entre elles sont de nature professionnelle. Bien sûr, dit-elle, Forsyth est venu me voir il y a 3 semaines, a déclaré Haydock. Non pas pour des raisons de santé, mais pour une question. Il voulait en savoir plus sur la strychnine. Il a formulé sa question comme une demande d'ordre général. Il avait lu quelque chose à ce sujet, disait-il. Mais elle était suffisamment précise pour le mettre mal à l'aise. Il voulait savoir en quelle vitesse elle agissait, quelle dose serait dangereuse et si elle serait détectable, notamment dans une boisson acide. Les aiguilles de Miss Marple étaient immobiles. Avait-il peur? Haydock réfléchit. Il était vigilant, sur ses gardes. J'avais l'impression d'un homme qui se doutait qu'on préparait quelque chose à son intention et qui cherchait à comprendre de quoi il s'agissait. Il marqua une pause. Ou peut-être un homme qui préparait lui-même quelque chose et qui se demandait si cela fonctionnerait. « Oui, » répondit Miss Marple. « Les 2 sont possibles. Je l'ai renvoyé sans répondre directement à Canal à ses questions. Je lui ai dit d'aller voir la police s'il craignait pour sa sécurité. Il a répondu que ce n'était pas possible, qu'il y avait des complications. » Haydock secoua la tête. « Il est mort 3 semaines plus tard, lors d'une réception où l'on servait du vin de sureau. Je n'ai pas cessé d'y penser. »« Non, » répondit Miss Marple. « Je ne pense pas que vous l'ayez fait. » Elle resta silencieuse un instant, puis demanda « Vous a-t-il expliqué pourquoi il n'était pas pratique d'aller à la police ?» Quelles complications évoquait-il? Pas exactement, mais il a dit quelque chose en partant, presque pour lui-même, pas vraiment à moi, il a dit. Le problème, c'est que ce que j'ai fait et ce qu'on me fait sont tellement liés que je ne peux pas expliquer l'un sans expliquer l'autre. Miss Marple resta longtemps assise à méditer sur cette pensée. Dehors, un étourneau se posa sur la grille du cabinet médical et observa le jardin d'un œil vif et calculateur. « C'est très révélateur, » dit-elle enfin. Quelque chose qu'il a fait, que quelqu'un d'autre savait et qui s'en servait ou s'en était servi contre lui. Elle pencha la tête. « Avez-vous une idée de la nature de cette chose? »« Oui, » répondit Haydock d'un ton neutre. « Mais je ne ferai aucune spéculation à ce sujet, ni à vous ni à personne d'autre. C'est une chose de vous rapporter ces propos. C'en est une autre d'y projeter des interprétations qui pourraient détruire quelqu'un qui n'a rien fait. »« Tout à fait, » dit Miss Marple avec chaleur. Et elle le pensait vraiment. « Toutefois, » ajouta-t-elle très doucement, « la personne qui n'a rien fait est généralement mieux protégée si la vérité éclate que si on la cache. » Il la regarda longuement.
Tu as déjà une théorie, n'est-ce pas? J'en ai un début. Plusieurs débuts, en fait. Ils ne sont pas encore tous cohérents. Elle se leva en rangeant son tricot. Une dernière chose. Les propriétés de Wychwood Road. Que savent les gens des circonstances de ce projet? Dans le village, je veux dire. Ils savent que Forsyth s'est occupé des formalités de transfert de propriété et de la recherche d'investissement. Que plusieurs hommes du coin ont investi sur sa recommandation, notamment le vieux Aubrey Trench, qui y a investi une somme considérable avant son décès. Que le projet a rencontré des difficultés, des problèmes de permis de construire et des litiges de bornage, et que les rendements n'ont pas été à la hauteur des attentes. Willard Trench, qui a hérité du domaine d'Aubrey, est furieux depuis près d'1 an. Et l'implication d'Oliver Marsh. Marsh est propriétaire de la société foncière qui pilote le projet. Forsyth et lui étaient associés, ou plutôt l'avaient été. Il se murmure que leur partenariat s'était récemment tendu. Haydock marqua une pause. Il y a aussi une histoire concernant une femme à Bristol, mais ce ne sont que des ragots, et je ne m'y intéresse pas. « Oh, les ragots sont souvent extrêmement utiles, » dit Miss Marple d'un ton aimable, « à condition de savoir les décrypter. » Elle le remercia et le laissa à sa réticence, désormais considérablement atténuée par le simple fait de parler. Elle descendit l'allée menant au cabinet médical et s'arrêta un instant devant le portail, contemplant la route qui montait vers Wisteria Lodge, sur sa légère colline dominant le village. Ce que Neville Forsyth avait fait et ce qu'il subissait étaient inextricablement liés. C'était là le nœud du problème. Non pas un meurtrier agissant par simple haine ou par simple cupidité, mais une situation complexe à ses origines, dans laquelle plusieurs personnes avaient des raisons d'être impliquées, et où la vérité, lorsqu'elle éclaterait, exigerait la plus grande prudence pour être démêlée. Chapitre 5. Portrait. Dans un cadre argenté, Philippa Forsyth peignait, comme l'avait mentionné Madame Bantry, des aquarelles de paysages locaux. Elle n'était pas sans talent. Ses vues du clocher de l'église aux différentes saisons étaient d'une réelle qualité, et elle travaillait dans un cabanon aménagé au fond du jardin de Wisteria Lodge, qu'elle appelait son atelier, avec une pointe d'autodérision qui invitait à ne pas prendre le mot trop au sérieux. Miss Marple lui rendit visite 3 jours après le décès, apportant un petit pot de gelée de coin et des condoléances tout à fait sincères. Philippa la reçut au salon, où flottait une légère odeur de térébenthine, et prépara le thé avec les gestes absorbés de quelqu'un dont les mains se souviennent de tâches que l'esprit a momentanément délaissées. Elle avait 34, peut-être 35 ans, et une beauté discrète qui passe inaperçue dans la foule, mais qui se révèle saisissante lorsqu'on la contemple de plus près. Elle avait pleuré récemment, mais pas à cet instant précis. Elle était calme comme après avoir cessé de pleurer. « C'est très gentil à vous de passer, » dit-elle en posant une tasse devant Miss Marple avec une précision méticuleuse. « Neville vous appréciait beaucoup, Miss Marple. Il disait que vous étiez l'une des rares personnes du village à posséder une intelligence véritable sans en faire étalage. »« C'est très gentil de votre part, » dit Miss Marple, remarquant intérieurement que c'était un détail précis et plutôt révélateur de se souvenir de cela, concernant l'opinion que quelqu'un pouvait avoir d'une simple connaissance. Je l'aimais bien aussi, même si, bien sûr, je ne le connaissais pas bien. « Comment allez-vous, ma chère? »« Je ne sais pas encore vraiment, » dit Philippa honnêtement. « Harriet est très compétente. Elle a déjà parlé aux avocats, à la banque et à diverses personnes. Elle semble savoir exactement ce qu'il faut faire. » Un silence. « Je trouve ça un peu... je ne sais pas comment le dire sans paraître méchante. »« Inutile de le dire, » dit doucement Miss Marple. « Je comprends parfaitement. » Plusieurs photographies encadrées d'argent étaient posées sur la cheminée. Miss Marple les examina avec le calme et la méticulosité de quelqu'un qui a toujours constaté que les objets exposés dans une pièce en disent bien plus que les mots prononcés. Il y avait une photo de mariage, Neville et Harriet, plus jeunes, dont l'expression exprimait une chaleur que Miss Marple n'associait pas à la Harriet d'aujourd'hui. Il y avait une photo de famille des Forsyth, un Neville plus jeune, une Philippa encore toute jeune,
et à leur côté une troisième personne, un homme, un peu plus âgé, dont Miss Marple ne reconnaissait pas le visage, mais dont la ressemblance avec Neville, au niveau de la mâchoire et des sourcils, était frappante. « Ton frère aîné ?» demanda-t-elle. Philippa jeta un coup d'œil à la photo, et son expression changea, aussitôt maîtrisée. « Demi-frère. Frederick. Il est mort il y a quelques années. Un accident. » Elle le dit avec cette concision particulière qui trahit un sujet à éviter. « Je suis désolé. » Miss Marple détourna le regard de la photo et le reporta sur Philippa. Cela a dû être terrible de perdre ses deux frères. De manière très différente, a déclaré Philippa, et elle n'en a pas dit plus. Une quatrième photographie trônait sur la cheminée, plus petite et légèrement en retrait par rapport aux autres, non pas cachée, mais pas mise en valeur de la même manière. Elle représentait un groupe de près de 5 ou 6 personnes apparemment lors d'une réception, en ville, à l'intérieur. Miss Marple distingua Neville Forsyth parmi eux et, crut-elle, Oliver Marsh, plus jeune, riant de quelque chose hors champ. Une femme se trouvait au centre du groupe, avec l'aisance de celle qui y est habituée. Mais Miss Marple ne parvenait pas à distinguer clairement son visage sous cet angle. Puis-je, Miss Marple désigna la photographie d'un geste empreint de simple curiosité. Philippa l'apporta sans un mot. « Le bon vieux temps, » dit-elle. « Bristol, je crois, avant le mariage de Neville et Harriet. » La femme sur la photo était brune, d'une intensité telle que même une petite image fixe l'apercevait. Elle riait, légèrement penchée vers Neville Forsyth, avec l'aisance d'une intimité bien établie. De l'autre côté se tenait Oliver Marsh, la main posée sur son épaule d'une manière qui suggérait le mot « possession » serait trop fort, mais quelque chose dans ce sens. « Qui est-ce » demanda Miss Marple en désignant la femme. Un bref silence. « Elle s'appelait Viola Ash, » dit Philippa. Elle et Neville se connaissaient avant Harriet. Elle a fini par épouser Oliver Marsh. Elle est décédée en 1947, dans un accident de voiture sur la route d'Exeter. « C'est vraiment triste, » dit Miss Marple en rendant la photographie. Oui, Philippa reprit le document et le replaça derrière les autres, avec une intention délibérée qui laissait deviner qu'elle l'avait récupéré après un conflit intérieur complexe. Quant à l'opportunité de l'exposer, elle était charmante. J'ai toujours bien aimé Viola, même quand, enfin, elle s'interrompit. C'était il y a très longtemps. Miss Marple termina son thé et poursuivit la conversation pendant quelques minutes avant de prendre congé. Sur le chemin du retour, en passant par le portail du jardin, elle s'arrêta pour admirer, avec une émotion sincère, une rose particulièrement belle qui achevait sa floraison automnale. Viola Ash, décédée en 1947. Autrefois liée à Neville Forsyth et Oliver Marsh. Un accident de voiture sur la route d'Exeter. Miss Marple a classé l'affaire avec une grande précision. Elle repensait aux paroles de Haydock. Il y avait aussi cette histoire de femme à Bristol, à la photographie, et aux propos de Neville Forsyth au médecin. Ce que j'avais fait et ce qu'on me faisait étaient inextricablement liés. Elle repensait aussi à une affaire similaire à Sainte. Mary Mead, des années auparavant, concernant un homme qui avait dissimulé des informations sur un décès et vécu dans la crainte de ce secret pendant 17 ans, jusqu'à ce que la personne qui était au courant finisse par agir. Parfois, songeait Miss Marple en resserrant son cardan contre l'air de septembre, un décès survenu des années auparavant avait une pertinence considérablement plus grande pour un meurtre actuel que n'importe quel mobile sur lequel la police enquête avec diligence. Chapitre 6. Inspecteur Slack trace une ligne. L'inspecteur Slack tira ses conclusions comme on prépare un bain. Rapidement, sans trop tergiverser, en vérifiant la température une fois pour toutes, puis en prenant sa décision. À la fin de la première semaine, il était convaincu que le meurtrier le plus probable était Willard Trench, qui avait un mobile, qui avait accès à l'exposition florale en sa qualité de membre du comité, qui avait un historique documenté de lettres acerbes adressées aux avocats de Forsyth, et qui, de toute évidence, se trouvait à proximité de la table des rafraîchissements au moment où la strychnine avait été administrée. Willard Trench avait 48 ans.
les épaules larges, et le visage perpétuellement affligé de quelqu'un qui avait longtemps eu le sentiment que le monde l'avait traité injustement, ce qui était vrai, même si ce n'était pas toujours comme il l'imaginait. Il avait hérité du modeste domaine de son grand-oncle pour le trouver bien plus petit que prévu, et l'investissement de Wychwood Road en était l'une des principales raisons. Il avait écrit 9 lettres à Forsyth, allant de la plainte formelle à ce qu'un avocat qualifierait sans doute de menace à pine voilée. Il avait parlé de Forsyth au pub du coin, en des termes que plusieurs témoins ont jugés hostiles. Il n'avait cependant pas facilement accès à la strychnine. Il n'était pas agriculteur, mais ancien chef de bureau de poste, et la strychnine, bien que disponible en 1952, était une substance contrôlée. Slack ne s'inquiétait pas de cette incohérence. Il enquêtait sur les relations de Trench et était convaincu que la filière d'approvisionnement serait mise au jour. Percy Bassett, le jardinier occasionnel de Trench, représentait une piste plus intéressante, bien que Slack ne l'ait pas encore explorée en profondeur. Percy était jeune et avait un casier judiciaire, rien de grave. Une affaire de recel à l'âge de 19 ans. Le genre d'incident qui laisse une trace indélébile sur les documents officiels, souvent plus importante que ne le justifiait l'affaire elle-même. Il avait été à l'exposition florale. Il avait traîné près du stand de rafraîchissement. Il travaillait pour un homme qui détestait Forsyth. Slack fit venir Percy pour l'interroger le mercredi. Percy, qui n'était pas un homme raffiné, devint aussitôt si nerveux et se contredit tellement dans son récit qu'il finit par paraître coupable, alors même que son histoire, vérifiée auprès de plusieurs témoins indépendants, s'avérait parfaitement exacte. Il était venu au spectacle pour aider à installer et à ranger les chaises du comité, et non à titre personnel. Il était passé 2 fois devant la table des rafraîchissements. Il ne s'était pas approché de Forsyth, il n'avait rien mis dans rien. Isma n'avait touché aucun verre, si ce n'est pour boire sa propre bière au gingembre, dont il conservait encore le ticket de caisse de 6 fances, qu'il montra avec l'air triomphant de celui qui a gardé tous ses reçus en prévision d'une telle situation. Slack le laissa partir et retourna vers Willard Trench. Pour sa part, Miss Marple rendit visite à Willard Trench en personne, non pas sous aucun prétexte, mais ouvertement, en voisine, lui présentant des condoléances cette fois-ci moins sincères, servantes, surtout de prétexte à la conversation. Elle exprima ses regrets pour la perte de son grand-oncle, ce qui était vrai, et pour les difficultés liées à l'investissement, ce qui était moins le cas, mais qu'elle exprima avec conviction. Puis elle dit, avec l'hésitation juste ce qu'il fallait pour paraître la plus naturelle, « Je n'imagine pas que vous ayez été très attristé d'apprendre la mort de M. Forsyth, M. Trench. Je ne le dis pas méchamment. Je veux simplement dire que vous aviez de très bonnes raisons d'être en colère contre lui. » Willard Trench la fixa du regard. Il n'avait pas l'habitude que des dames âgées s'expriment ainsi sans détour. « Eh bien, dit-il après un moment, non, je ne vais pas prétendre le contraire. Il a coûté très cher à mon grand-oncle, parce que je considère toujours comme une falsification délibérée, et il n'a jamais eu la décence de s'expliquer. Mais je ne l'ai pas tué, si c'est ce que vous insinuez. »« Non, acquiesça Miss Marple sans hésiter, je ne crois pas. » Elle marqua une pause. « Saviez-vous qu'il était au courant de ses liens avec Oliver Marsh? Avant l'affaire de Wychwood Road, je veux dire. »« Marsh ?» Trench fronça les sourcils. « Sauf que Marsh est le propriétaire de la société foncière. Je lui ai aussi écrit. Il ne sert à rien, pas plus que Forsyth. Un vrai charmeur. Je crois qu'il remonte à très loin. Il semblerait un vieux arrangement datant de l'époque de Bristol. » Trench la regarda d'un air plus sévère. « Pourquoi? Je n'en suis pas encore tout à fait sûr, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Mais je constate que, finalement, les vieilles habitudes ont souvent une grande importance. » Elle se leva. « Merci pour le thé, Monsieur Trench. Et je suis désolé pour l'argent de votre grand-oncle. C'était une véritable injustice, quoi qu'il se soit passé par ailleurs. » Elle laissa Willard Trench assis, les mains sur la table, avec l'expression d'un homme à qui l'on avait parlé dans une langue qu'il comprenait à moitié, sur le chemin du retour.
Elle réfléchissait à la situation telle qu'elle se présentait désormais. Plusieurs personnes ayant un mobile, un mode opératoire qui exigeait planification, connaissance et sang-froid, une victime qui savait qu'elle était en danger et avait choisi de ne pas le signaler, car cela l'aurait obligée à expliquer un acte qu'elle avait commis. Et au cœur de tout cela, un décès survenu 5 ans plus tôt dans un accident de voiture sur la route d'Exeter. Elle n'avait pas encore parlé directement à Oliver Marsh. Elle comptait le faire. Elle pensait en savoir assez pour avoir une conversation constructive. À sa manière, elle était presque prête. Chapitre 7. La veuve sur le Colline Harriet Forsyth avait pris l'habitude de se promener le soir, ce que le village remarqua comme il arrive toujours lorsqu'un changement dans les habitudes est imprévisible, surtout lorsqu'il s'agit d'une veuve récemment endeuillée. Elle remontait le chemin derrière Wisteria Lodge jusqu'aux hauteurs qui surplombaient le village, d'où, par temps clair, s'étendait vers le sud, au-delà des prairies, le clocher de l'église et les collines environnantes. Elle marchait seule, d'un pas tranquille, et revenait au bout de 40 minutes ou d'1 heure, toujours avant la tombée de la nuit. Miss Marple la rencontra là un jeudi soir. Ce qu'elle fit en s'y rendant à pied, une activité tout à fait habituelle pour elle et ne nécessitant aucune ingéniosité particulière. Elle trouva Harriet debout au sommet de la colline, le regard perdu au loin, sans contempler le paysage, avec l'air de quelqu'un absorbé par une conversation intérieure qui ne se déroulait pas bien. « Madame Forsyth, dit chaleureusement Miss Marple. Quelle agréable coïncidence. » Harriet se retourna. Son visage fut traversé par une succession rapide d'expressions. Le repli instinctif sur soi qui caractérisait toutes ses interactions publiques depuis la mort de son mari, puis, en dessous, une expression qui ressemblait presque à du soulagement. Elle était fatiguée, pensa Miss Marple, fatiguée de cette façon particulière qu'ont les gens qui se contrôlent avec une extrême prudence depuis très longtemps. Miss Marple. Elle attendit que Miss Marple la rejoigne. Vous venez souvent par ici, quand les soirées le permettent. C'est un des plaisirs de septembre, la lumière qui dure longtemps, l'air frais. Miss Marple se tenait à côté d'elle et contemplait le paysage. Ce doit être agréable de profiter du grand air par une saison comme celle-ci. Oui, dit Harriet, ce qui n'était pas exactement un accord, mais en valait la peine. Elles restèrent un instant en silence. Un silence que Miss Marple supporta avec une parfaite aisance, et auquel Harriet sembla, après quelques secondes, se détendre légèrement. En contrebas, le village s'installait dans son ambiance du soir. La fumée des cheminées, les lumières aux fenêtres, le faible son d'une radio provenant de l'autre côté du village. « J'imagine, » dit finalement Miss Marple, d'un ton pensif totalement dépourvu d'intention particulière, que l'inspecteur Slack a été assez persistant. « Il a été très consciencieux, » dit Harriet avec précaution. « Oui, il est très consciencieux. » Un silence. « Il semble tout à fait sûr de lui au sujet de M. Trench. » Harriet resta silencieuse un instant. « Willard Trench avait de bonnes raisons, » dit-elle. « Neville s'est mal comporté dans cette affaire de Witchwood Road. Je le savais à l'époque et je le lui ai dit. Il n'a pas voulu m'écouter. » Un autre silence. « Neville n'écoutait souvent pas quand il était question d'argent. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, j'imagine qu'il y avait aussi d'autres sujets, des sujets autres que l'argent, qui ont causé des difficultés. » Harriet se retourna et la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Ses yeux étaient gris, très fixes, avec une expression que Miss Marple reconnut sans l'ombre d'un doute. Le regard de quelqu'un qui a décidé au plus près de ce qu'il va révéler et qui évalue la personne en face de lui à l'aune de cette décision. « Tu n'es pas aussi inoffensive que tu en as l'air, » dit Harriet. Ce n'était pas vraiment impoli. C'était presque un compliment. « J'espère que non, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Bien que je m'efforce d'être aussi discrète que possible dans la vie de tous les jours. » Elle contempla le paysage. « Je connaissais le nom de Viola Ash, Madame Forsyth. J'ai trouvé la photo chez Philippa. » Le silence, cette fois, était d'une autre nature. « Que sais-tu de Viola ?» demanda Harriet. Sa voix avait changé. Pas plus dure, à proprement parler, mais plus prudente. « Je sais qu'elle était liée à la fois à votre mari et à Oliver Marsh avant d'épouser ce dernier.
qu'elle est décédée dans un accident de voiture en 1947, que votre mari a dit quelque chose au docteur Haydock 3 semaines avant sa mort. Non pas les détails, mais l'idée générale qui laissait entendre qu'il avait fait quelque chose qu'il ne pouvait pas avouer à la police car cela aurait nécessité des explications. Harriet s'assit, tout à fait soudainement, sur le muret de pierre au bord de la colline. Elle s'assit comme on s'assoit quand rester debout est devenu un effort insurmontable. « Ce n'était pas un accident, » dit-elle d'une voix monocorde. « Je le sais depuis des années. Je ne savais pas que Neville, je ne savais pas à quel point il en savait. Je croyais être la seule. » Elle joignit les mains sur ses genoux. « Viola est morte parce que quelqu'un a saboté les freins de la voiture d'Oliver Marsh. Elle l'avait empruntée ce soir-là sans rien dire à personne. J'ai toujours pensé qu'Oliver l'avait fait exprès, mais je n'ai jamais pu le prouver. Et Neville, finalement, en savait long lui aussi. Il le prit. Je crois grâce à quelque chose qu'il a vu dans les papiers d'Oliver, à l'époque où ils étaient encore proches. C'est ce qui lui permettait de faire pression sur Oliver, pas directement, pas par la menace. Mais Oliver savait que Neville était au courant et cela les a liés d'une manière horrible pendant 5 ans. Et quelqu'un d'autre détenait la même information sur votre mari, dit Miss Marple d'une voix calme, sachant que Neville le savait et ne l'avait jamais signalé. Harriet la regarda. Oui, quelqu'un qui était au courant des 2 choses, pour Viola et pour le silence de Neville, s'en servait pour l'extorquer. De l'argent surtout. Ça durait depuis plus d'1 an. Savez-vous qui? Demanda Miss Marple. Un très long silence. J'ai un nom en tête, dit Harriet. Mais j'ai peur de me tromper. Et j'ai peur, ajouta-t-elle avec une franchise inattendue, d'avoir raison. Oui, dit Miss Marple, je pense que moi aussi. Elle resta assise encore un petit moment avec Harriet sur le muret, sans insister, sans beaucoup parler, tandis que les derniers rayons du soleil de septembre se retiraient de la vallée en contrebas, et que le clocher de l'église passait de l'or au gris, puis au noir presque total du crépuscule. Chapitre 8. Ce que la factrice. Souvenir, le bureau de poste de Saint. Mary Mead était gérée par Madame Agnès Wetherall, âgée de 64 ans, et qui occupait ce poste depuis 31 ans. Son efficacité et sa connaissance approfondie du terrain avaient fait d'elle, au fil des décennies, la mémoire institutionnelle la plus fiable du village. Elle savait qui recevait du courrier de qui, quelle famille avait des comptes dans quels établissements, qui envoyait des mandats et à quelles adresses. Elle possédait ces connaissances non pas grâce à une quelconque ingérence, mais grâce à la simple observation accumulée au fil de 31 ans de présence constante au cœur du trafic postal local. C'était une femme menue et précise, portant constamment ses lunettes de lecture sur le front et affichant une neutralité professionnelle dissimulant une curiosité insatiable. Elle appréciait Miss Marple, qu'elle connaissait depuis presque toujours, et elle répondit à une question posée en termes généraux avec une précision qui laissait deviner qu'elle attendait, avec une légère impatience qu'on la lui pose. « Monsieur Forsyth recevait des lettres, dit-elle, avec le soin qu'elle prenait pour choisir ses mots. Je ne les lis pas, bien sûr, mais je peux vous dire qu'au cours des 14 derniers mois, 2 correspondants lui ont écrit régulièrement d'une manière assez particulière. L'un était son cabinet d'avocat à Bristol. Les lettres étaient sur papier en tête du cabinet. Il n'y a donc rien de confidentiel à le dire. L'autre était une enveloppe manuscrite, toujours de la même écriture, postée localement, du village ou d'une des boîtes aux lettres de Wychwood Road. « Localement, » répéta Miss Marple. « À chaque fois. À chaque fois. 1 fois par mois, parfois 2. Je l'ai remarqué parce que l'écriture était très contrôlée. Pas naturellement contrôlée, si vous me suivez. Contrôlée, comme celle de quelqu'un qui écrit d'une manière particulière pour éviter d'être identifié. Pourriez-vous me donner des informations sur le papier ou le poids des enveloppes? Madame Wetherall réfléchit. De bonne qualité. Pas du papier acheté dans une épicerie de village, plutôt le genre de papier qu'on trouve chez un papetier en ville. Le dernier numéro est arrivé environ 3 semaines avant son décès. 3 semaines avant sa mort.
À ce moment-là, Neville Forsyth était allé consulter le docteur Haydock au sujet de la strychnine. Cette situation, pensa Miss Marple, était d'une clarté terrifiante. « Est-ce que M. Forsyth a déjà envoyé des réponses par la poste » demanda-t-elle. « Je ne l'ai pas vu, mais il a peut-être utilisé une boîte aux lettres ou envoyé d'ailleurs. » Madame Weatherall a ajouté. « Il est venu la semaine précédant l'exposition florale. Il a envoyé une lettre recommandée à un cabinet d'avocats, différent de son cabinet habituel de Bristol, à Londres. Je l'ai remarqué, car les lettres recommandées sont bien sûr remarquées. Des avocats londoniens, murmura Miss Marple. Un nouveau cabinet. C'est intéressant. » Elle remercia chaleureusement Madame Weatherall et acheta 2 timbres dont elle n'avait pas besoin immédiatement. En sortant, elle resta un instant sur le seuil de la boutique, réfléchissant. Neville Forsyth savait qu'il était victime de chantage. Il avait consulté un médecin au sujet d'un poison, soit pour se défendre, soit, admettait-elle, pour attaquer. Il avait engagé de nouveaux avocats à Londres la semaine précédant sa mort. Et puis il était mort lors d'un événement public, empoisonné à la strychnine, dans un verre de vin de sureau. Les lettres de chantage étaient postées localement. L'expéditeur était quelqu'un qui habitait le village ou pouvait facilement les poster depuis celui-ci. Oliver Marsh était arrivé la semaine précédant l'exposition florale. Or, les lettres arrivaient depuis 14 mois, soit bien avant sa visite. Marsh avait donc soit un complice dans le village qui agissait pour son compte, soit le maître chanteur était quelqu'un d'autre, un habitant du village ou un visiteur régulier. Elle retourna le document avec précaution. Le chantage, pensa-t-elle à présent, pouvait être totalement indépendant du meurtre. 2 personnes qui souhaitaient du mal à Forsyth pour des raisons différentes, par des moyens différents. Mais cela lui semblait peu élégant. Et d'après son expérience, les meurtres impliquant plusieurs personnes simultanément étaient plus rares qu'il n'y paraissait. Le plus souvent, ce qui semblait être plusieurs pistes n'en formait qu'une seule, observée sous différents angles. Elle longeait le vieux cimetière lorsqu'elle s'arrêta. Une silhouette se tenait parmi les tombes, sans s'attarder sur aucune en particulier, dans une sorte d'inattention neutre qui suggérait non pas le deuil, mais la réflexion. C'était Oliver Marsh. Son regard ne se posait pas sur les pierres tombales, mais vers le ciel, au-delà du clocher, sans fixer le vide, comme on a parfois le regard dans le vide lorsqu'on s'efforce de réfléchir à quelque chose. Il l'aperçut et s'avança, ce à quoi elle ne s'attendait pas vraiment. « Miss Marple, dit-il. » Il avait l'aisance sociale propre aux professionnels citadins, mais ce jour-là, elle était moins efficace. « Monsieur Marsh, dit-elle. Êtes-vous toujours ici, au vide? J'aurais pensé que vos affaires. »« Je n'arrive pas à partir, dit-il. C'était étrange et il sembla immédiatement s'en rendre compte. « Je veux dire, les affaires des avocats ne sont pas réglées. Il y a des choses à régler. » Il marqua une pause. « En fait, Miss Marple, je me demandais si je pouvais vous parler un instant. » Elle le regarda avec une douce attention. Il avait l'air d'un homme qui avait pris une décision, mais qui n'en était pas entièrement sûr. « Bien sûr, dit-elle. On s'assoit dans l'église? Il fait froid cet après-midi. » Il hocha la tête. Ils entrèrent ensemble et s'assirent sur le dernier banc. Ce n'était pas son banc préféré, mais elle ne s'y opposa pas. Et il resta un instant assis, les mains entre les genoux, avant de prendre la parole. « Il y a des choses concernant la mort de Neville, dit-il lentement, qui ne sont pas ce qu'elles paraissent. Et je ne sais pas vraiment quoi faire à ce sujet. C'est souvent là que réside la difficulté, approuva Miss Marple avec compassion. Je crois savoir qui le faisait chanter, a déclaré Oliver Marsh. Je ne pense pas que l'inspecteur Slack en ait la moindre idée. Et je n'en suis pas certain, mais je pense que c'est la même personne qui l'a tué. Il lui dit alors ce qu'il savait. Cela prit un certain temps. Assise, les mains jointes sur son sac, elle affichait une expression d'attention attentive et totalement dénuée de jugement. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. « Vous avez, dit-elle, vécu avec un savoir très substantiel pendant très longtemps. »« Oui. » Il ne la regarda pas. « Je l'ai fait, Neville et moi. Nous n'étions pas des hommes bien à certains égards. J'en ai conscience. Mais maintenant,
Neville est mort, et quoi qu'il ait été d'autre, nous l'avons connu pendant 40 ans. Son meurtrier est toujours en liberté, et je suis presque certain qu'il y aura une autre mort, à moins que quelque chose ne soit fait. Miss Marple contempla l'autel et les fleurs de la moisson qui le décoraient, et pensa à Albert Tubbs, au manteau gris et aux boutons bruns, et à toutes ces pièces qui attendaient un cadre pour former un tableau. « Parlez-moi, dit-elle doucement, de la semaine précédente de l'exposition florale. » Chapitre 9. Une seconde mort, bien rangée. Le second décès survint un mercredi matin, 9 jours après l'exposition florale, et il semblait si parfaitement naturel qu'il aurait été accepté comme tel, sans hésitation si Miss Marple n'avait pas déjà été en possession de certaines informations, si le moment n'avait pas été aussi opportun, et si la veille au soir, Oliver Marsh ne lui avait pas confié quelque chose qui l'avait contrainte à passer une nuit blanche à ressasser les mêmes considérations jusqu'à parvenir à une conclusion qu'elle aurait préféré éviter. La deuxième victime était Willard Trench. Il fut retrouvé au pied de l'escalier de la cave de sa maison, Bracken House, par sa femme de ménage, Madame Oakes, à 8h35 du matin. La porte de la cave, qu'il avait l'habitude de laisser ouverte, était apparemment fermée. Il s'y était apparemment cogné dans l'obscurité, avait reculé sur la première marche, avait perdu l'équilibre et avait fait une chute vertigineuse. Le docteur Haydock, appelé par Madame Oakes, constata des blessures compatibles avec une chute grave. Il nota également, lors d'un entretien privé avec l'inspecteur Slack, que l'échymose à l'arrière du crâne était peut-être plus compatible avec un coup qu'avec un impact contre le sol en pierre. Peut-être. Possible ne suffisait pas pour tirer une conclusion définitive. L'inspecteur Slack, dont l'hypothèse de travail désignait Willard Trench comme le meurtrier de Neville Forsyth, accueillit ce second essai avec l'air d'un homme dont le raisonnement si minutieux venait de se heurter à un sérieux problème. Il s'adapta rapidement. La mort de Trench était forcément liée à celle de Forsyth. Trench avait peut-être été tué par un complice ou par quelqu'un qui protégeait un secret qu'il avait découvert. Il enquêterait dans cette direction. Il se lança alors dans l'enquête avec la détermination et la compétence qui, il faut le reconnaître, le caractérisaient parfaitement. Miss Marple apprit la nouvelle de Madame Bantry, qui la tenait du livreur du boucher, à 9h45. Elle posa sa tasse de thé et resta immobile pendant plusieurs minutes. Puis elle mit son manteau et son chapeau et se rendit à Wisteria Lodge. Philippa Forsyth ouvrit la porte. Elle avait la même apparence que lors de la dernière visite de Miss Marple. Calme en apparence, mais profondément blessée. Elle portait, comme auparavant, une tenue de peintre, ce qui laissait supposer qu'elle était dans son atelier, ce qui laissait supposer qu'elle se réfugiait dans le travail, ce que Miss Marple jugea tout à fait sensé. « Puis-je entrer ?» demanda Miss Marple. « J'ai bien peur de devoir vous parler de quelque chose d'assez sérieux. » À l'intérieur, dans le salon, Miss Marple déclara « Je suis venue vous poser une question directe, et je tiens à ce que vous sachiez, avant de la poser, que je ne la pose pas au nom de la police, ni au nom de qui que ce soit d'autre que moi-même et, pour être honnête, pour votre propre sécurité. » Philippa s'assit. « Très bien, dit-elle prudemment. Quand avez-vous découvert que votre frère avait été impliqué dans la dissimulation de quelque chose concernant la mort de Viola H. » Le silence qui suivit fut interminable. Philippa regarda ses mains, puis la cheminée ornée de photographies, puis Miss Marple. « Il y a environ 2 ans, dit-elle, j'ai trouvé une lettre. Dans le bureau de Neville, je ne fouillais pas ses affaires intentionnellement. Je cherchais un numéro de téléphone. La lettre venait d'une connaissance. Elle expliquait certaines choses et demandait certaines choses en échange. Elle s'interrompit. J'ai confronté Neville. Il m'a dit la vérité. Il n'était pas content, mais il l'a fait. Et la personne qui a écrit la lettre, demanda Miss Marple. Était-ce Oliver Marsh? Non. Philippa la regarda dans les yeux. Non, ce n'était pas Oliver. Un silence. C'était Harriet, n'est-ce pas? Dit Miss Marple, sans poser de questions. Une très légère expiration. Oui, Miss Marple, savourant la confirmation de ce qu'elle pressentait déjà, l'examinait avec toute l'attention qu'elle méritait. Harriet
Forsyth. Celle qui faisait chanter son propre mari, celle qui était au courant pour Viola Ash, et du silence complice de Neville concernant la mort de Viola. Celle qui avait utilisé ces informations non pas pour le dénoncer, mais pour s'approprier argent, sécurité et pouvoir au sein du mariage, discrètement, patiemment, pendant plus d'1 an. Et celle qui, lorsque Neville engagea de nouveaux avocats et entreprit de mettre fin à ses droits financiers, décida que l'extorsion était devenue impossible et qu'il fallait l'éliminer. « Willard Trench a été tué ce matin, » dit doucement Miss Marple. « Je crois qu'il avait découvert quelque chose. Peut-être une lettre, peut-être une conversation qui l'a surprise, qui le mettait en danger. » Philippa devint toute pâle. « Il est venu la semaine dernière, » dit-elle. Je n'ai rien dit à la police, je ne savais pas trop ce que ça signifiait. Il a frappé à la porte et a demandé à parler à Harriet. Elle l'a vu, et après, elle est restée très silencieuse, comme elle se tait quand elle est en pleine réflexion. « Oui, » dit Miss Marple, « je pense qu'elle l'était. Elle resta un peu plus longtemps, parlant à voix basse, expliquant ce qu'elle pensait s'être passé et ce qu'elle comptait faire. Elle prit soin de préciser également que Philippa ne devait rien faire ni dire qui puisse alerter Harriet avant que certaines dispositions ne soient prises. « Êtes-vous en danger ?» demanda Philippa. Sa voix était très assurée, ce qui était admirable. « Je ne crois pas, » dit Miss Marple. « Je suis une vieille femme un peu sotte qui pose trop de questions, et c'est un fait connu. C'est une sorte de protection en général. » Elle se lève. « Mais je vous serais reconnaissante de bien vouloir me prévenir, discrètement, si Madame Forsyth compte quitter le village dans les prochains jours. » Philippa avait promis de le faire. Elle se tenait à la porte et regardait Miss Marple descendre l'allée d'un pas mesuré et posé, comme quelqu'un qui a beaucoup à faire et qui entend bien s'y prendre. Chapitre 10, le manquant après-midi. L'affaire contre Harriet Forsyth, Miss Marple l'a reconstituée dans son esprit au cours des 24 heures suivantes. N'était pas du genre à être immédiatement considérée comme telle par l'inspecteur Slack. Elle ne comportait aucune preuve matérielle l'incriminant directement. Aucun témoin du crime, aucun aveu. Ce qui la caractérisait, c'était sa structure. Un ensemble de comportements, de décisions et de silences qui s'accordaient selon une logique interne plus révélatrice, d'après l'expérience de Miss Marple, que la plupart des preuves matérielles. En effet, les preuves matérielles peuvent être fabriquées ou dissimulées, tandis que la nature humaine, sous une pression suffisante, tente à se manifester. La question de l'après-midi disparu était l'élément le plus concret. Et Miss Marple consacra une partie du mercredi à la poursuivre avec la patience méthodique qui avait caractérisé son approche de chaque problème qu'elle avait abordé lors de son interrogatoire par l'inspecteur Slack. Harriet avait déclaré avoir passé la majeure partie de l'après-midi du salon des fleurs dans l'espace réservé aux femmes à admirer les compositions florales et les conserves. Elle avait cité les noms de plusieurs femmes avec lesquelles elle avait discuté. Slack avait confirmé ces conversations, ce qu'il n'avait pas vérifié, faute d'avoir pensé à demander. C'était si Harriet était restée sans interruption dans cet espace pendant toute la durée de l'exposition, ou si elle l'avait quitté à un moment donné. Ce mercredi-là, Miss Marple rendit visite à 4 femmes qui s'étaient trouvées sous la tente réservée aux femmes cet après-midi-là. Elle leur rendit visite sous de purs prétextes sociaux. Rendre un livre emprunté, apporter un pot de sa propre marmelade, prendre des nouvelles de sa petite fille. Et à chaque fois, la conversation dérivait, au gré des envies de Miss Marple, vers l'exposition florale et les souvenirs de chacun, se rappelant qui était allé où et quand. À la fin de l'après-midi, elle avait établi qu'Harriet Forsyth s'était trouvée dans la tente des femmes entre 14h et 15h30 environ, puis avait été absente pendant une durée estimée entre 20 et 35 minutes, avant de revenir ou d'être revue vers 16h. Cela correspondait au moment où, selon Albert Tubbs, une personne vêtue d'un manteau gris à boutons marrons était sortie par l'arrière du chapiteau principal. Le manteau gris à boutons bruns d'Harriet était accroché dans le couloir de Wisteria Lodge.
Miss Marple l'avait aperçu lors de sa première visite, l'avait noté et avait consigné cette observation sans bien savoir à quoi elle servirait. Il y avait aussi la question de la provenance de la strychnine. Miss Marple y avait longuement réfléchi. Willard Trench n'avait aucun accès documenté à la strychnine. Percy Bassett, malgré son intérêt superficiel comme suspect, n'était manifestement pas impliqué. Oliver Marsh, de Londres, sans aucun lien avec la région en dehors des Forsyth, une possibilité, mais compliquée. Harriet Forsyth avait pourtant un frère. On n'en avait jamais parlé, et Miss Marple avait dû le retrouver par un autre moyen. Grâce à Madame Wetherall, employée de la poste. Interrogée sur la correspondance personnelle d'Harriet, elle se souvenait d'une ou deux lettres provenant d'une adresse du Shropshire, avec le nom Hammond sur l'expéditeur. Une rapide enquête auprès de la femme de son neveu, qui connaissait beaucoup de monde dans le Shropshire, permit d'établir qu'un certain Martin Hammond, le frère cadet d'Harriet Hammond, était chimiste et travaillait dans la fabrication de produits agricoles. Préparation agricole. En 1952, les rodenticides à base de strychnine étaient encore utilisés légalement dans le commerce. Miss Marple ne considérait pas cela comme une conclusion définitive. Elle le jugeait très suggestif et le classait soigneusement avec le reste du dossier. La question de savoir comment la strychnine avait été introduite dans le verre de Neville Sir Forsyth la taraudait. Pas dans la réserve commune. Le vin avait été analysé et était propre. Pas, selon toute vraisemblance, dans un verre déjà préparé, car le système de libre service ne permettait pas de savoir à l'avance quel verre chacun choisirait. La méthode la plus probable, conclut-elle, était l'introduction dans le verre après que celui-ci ait été consommé. Une substance suffisamment concentrée pour qu'une petite quantité suffise, ajoutée à un verre déjà versé, lorsque l'attention du buveur était ailleurs. La salle était bondée. La sonde. Pour une personne connue de la victime et à l'aise en sa présence, l'occasion était facile à créer. Elle repensait au déplacement de Neville Forsyth dans les minutes précédant sa mort. Il avait bu un verre de vin. Madame Carmody l'avait vu. Apparemment, il ne s'était adressé à personne durant ces derniers instants. Il s'était frayé un chemin à travers la foule, avait été aperçu brièvement près des tables principales de l'exposition, puis était apparemment entré sous le chapiteau. Mais, entre le moment où il avait bu le vin et celui où il était entré sous le chapiteau, il y avait eu un intervalle d'une dizaine de minutes durant lequel on ignorait où il se trouvait exactement. Ce soir-là, après un souper rapide, elle téléphona à Madame Bantry et lui demanda si Arthur Bantry, lors de ses pérégrinations au salon, avait remarqué Forsyth à un moment précis. Arthur appela Madame Bantry. Un échange étouffé s'ensuivit. Il dit avoir aperçu Forsyth près de l'entrée vers 16h50, en train de parler à une femme vêtue de gris. Il a supposé qu'il s'agissait d'Harriet. Il ne les a qu'entrevus. « Près de l'entrée », dit Miss Marple. « Passe à l'intérieur du chapiteau. Près de l'entrée. » C'est ce qu'il dit. « Merci, » dit chaleureusement Miss Marple. « C'est vraiment très utile. » Après cet appel téléphonique, elle resta longtemps assise, tricotant avec l'habileté mécanique d'une longue pratique, l'esprit ailleurs. Harriet, debout avec son mari près de l'entrée de la tente. Le verre qu'il tenait à la main, rempli avant que quiconque n'y touche, propre du bol commun, une petite fiole, facile à sortir, facile à dissimuler dans une poche de manteau. Une distraction momentanée, une remarque, un regard fugace, une personne qui passe. Et puis, quelques minutes plus tard, Neville Forsyth entrant seul sous le chapiteau, s'allongeant parmi les chrysanthèmes et mourant. Elle en avait désormais une idée assez précise. Ce qui lui manquait encore, c'était une confirmation qui aurait du sens pour l'inspecteur Slack et pour un tribunal, et cette confirmation nécessitait une approche légèrement différente de celle qu'elle avait utilisée jusqu'alors. Chapitre 11. Laine et nature humaine. Il existe des gens, comme l'avait toujours observé Miss Marple, capables des tromperies les plus élaborées et les plus durables avec une facilité déconcertante, capables de maintenir une image construite d'eux-mêmes lors de n'importe quelle interaction sociale,
n'importe quel interrogatoire de police, n'importe quelle occasion publique, mais qui ne peuvent résister à une pression bien particulière, non pas la confrontation, mais l'intimité. La confrontation, le coupable s'y prépare. L'intimité, ce moment inattendu où l'on se sent véritablement vu, où l'on entend quelqu'un parler avec une certitude calme de la vérité, produit une réaction tout à fait différente. Elle alla rendre visite à Harriet Forsyth le jeudi après-midi. Comme on rend visite à une voisine, avec un petit pot de miel de ses propres abeilles, et un intérêt tout à fait sincère pour savoir si Harriet avait des projets d'avenir maintenant que les conséquences immédiates se calmaient. Harriet la reçut au salon, comme auparavant. Elle était vêtue de noir, impeccable, le visage figé dans le masque de sérénité qui l'avait si toujours servi. Elle prépara le thé. Elle accepta le miel avec les remerciements d'usage. Elle parla de l'enquête policière, du travail des avocats, et de la question de savoir si elle resterait à Wisteria Lodge ou si elle finirait par retourner à Londres. Miss Marple écouta tout cela avec une attention chaleureuse, fit des observations pertinentes. Puis, lorsque le thé fut presque terminé, et que la conversation atteignit l'une de ses pauses naturelles, « Qui surviennent, elle dit, sans changement de ton particulier. Je pensais à Viola Ash. » Harriet porta sa tasse à ses lèvres. Elle la laissa retomber, lentement, sans à-coups, mais avec la constance exagérée de quelqu'un qui vient de maîtriser parfaitement une main qui, autrement, aurait bougé autrement. « Avez-vous » dit-elle. « Oui, pauvre femme. Elle aimait beaucoup Neville, n'est-ce pas, avant qu'il ne vous épouse. Et puis elle a épousé Oliver Marsh, ce qui, au final, n'a sans doute pas été son choix. » Miss Marple marqua une pause. « Et puis, il y a eu l'accident sur la route d'Exeter. »« Oui, » répondit Harriet d'une voix parfaitement calme. « Ce qui me laisse perplexe, » poursuivit Miss Marple en tricotant tranquillement, « c'est comment vous l'avez appris. Ce que Neville savait au sujet de cet accident. Cela a dû être un choc terrible. »« Je ne suis pas sûr de comprendre, » dit Harriet. D'une voix calme, le visage impassible, elle maîtrisait parfaitement son art. Mais Miss Marple remarqua que ses mains s'étaient crispées sur ses genoux, blanchissant ses jointures. « Je crois que oui, » dit doucement Miss Marple. « Et je pense que vous savez depuis un certain temps que davantage de personnes en savent plus que vous ne le pensiez. Oliver Marsh, par exemple, est un homme qui a beaucoup de choses sur la conscience. Mais il a parlé, ces derniers jours, à diverses personnes. Il finira par parler à l'inspecteur Slack. Les nouveaux avocats londoniens que Neville a engagés ont été contactés. Et Philippa, bien sûr, a trouvé la lettre il y a 2 ans. Un long, très long silence. L'horloge sur la cheminée le mesurait par petits tic-tac. « Tu as été bien occupé, » finit par dire Harriet. Sa voix restait maîtrisée, mais elle avait changé de timbre, plus faible, comme comprimée de l'intérieur. « J'ai écouté, » dit Miss Marple. « J'écoute beaucoup. On oublie souvent cela chez les vieilles dames, ce qui est bien pratique. » Harriet la regarda. « Que veux-tu ? Je veux que vous compreniez, » dit Miss Marple. La position de l'épouse éplorée, le silence mesuré, l'intérêt si net que porte la police à Willard Trench ne tiendra pas. La lettre que vous avez envoyée à votre frère Martin dans le Shropshire en janvier dernier sera retrouvée si quelqu'un la cherche. Votre absence à l'exposition florale a été confirmée par 4 témoins différents. Albert Tubbs a vu quelqu'un quitter l'arrière du chapiteau principal à 4h15, et Willard Trench. Elle marqua une brève pause. « Que vous a-t-il dit lorsqu'il est venu vous voir la semaine dernière ?» Le masque, qui s'était progressivement aminci, laissa apparaître une fissure visible. Ce n'était pas un effondrement. Harriet Forsyth n'était pas une femme qui s'effondrait facilement, mais un changement, une réorientation, comme si elle calculait quelque chose qui venait de produire un résultat indésirable. « Il m'avait vu, » dit-elle à voix basse. Près de l'entrée de la tente, avec Neville, au mauvais moment. Il m'avait vu lui tendre son verre. Un silence. Il voulait de l'argent, bien sûr. Il ressemblait un peu à Neville sur ce point. Tout le monde autour de moi a toujours voulu quelque chose, et vous ne pouviez pas laisser un autre maître chanteur en vie.
dit Miss Marple. Non pas avec un jugement, mais par simple logique. Il est tombé, dit Harriet. Les gens tombent. Oui, répondit Miss Marple. Mais le pathologiste n'est pas certain des circonstances exactes de cette chute. Et vous vous êtes rendu à Brackenhouse mardi soir. La voisine de Madame Oakes a vu votre voiture. Cette dernière information était, à proprement parler, une extrapolation à partir d'une remarque très désinvolte de Madame Bantry concernant une voiture grise aperçue sur la route de Brackenhouse, une identification incertain, non confirmée. Mais Miss Marple avait constaté, au fil des années, que la volonté d'affirmer quelque chose avec une certitude tranquille en disait parfois plus que l'affirmation elle-même. La réaction à une affirmation assurée en dit plus que la réponse à une question. Harriet posa sa tasse de thé avec précaution. Elle regarda par la fenêtre. Dehors, le jardin de Wisteria Lodge était imprégné du vert luxuriant de la fin septembre. Elle le contempla longuement. « Que va-t-il se passer maintenant ?» a-t-elle demandé. « Maintenant, dit Miss Marple, je pense que vous devriez parler à l'inspecteur Slack. Je crois que vous savez des choses sur ce qui est arrivé à Viola qui dépassent votre propre situation. Des choses concernant Oliver Marsh que la justice exige de connaître, même s'il devra s'expliquer à sa manière. » Elle marqua une pause. Un récit spontané et complet est très différent d'un récit extorqué par un tribunal. Je ne prétends pas que l'issue sera agréable, mais il y a pire qu'une issue désagréable. Par exemple, demanda Harriet. Comme Philippa, dit simplement Miss Marple, qui a perdu son frère, qui se trouve dans cette maison avec vous et qui mérite d'être en sécurité. Harriet resta longtemps silencieuse. Miss Marple tricotait. Le tic-tac de l'horloge résonnait. Dehors, une rose tardive laissa tomber un pétale sur le chemin, dans le silence absolu de quelque chose qui ignore sa fin. Chapitre 12. Le troisième nom sur la liste. C'est finalement Oliver Marsh qui apporta les preuves corroborantes qui permirent à la police de faire avancer son dossier, comme Miss Marple l'avait suggéré à Harriet. Il avait rassemblé son courage depuis plusieurs jours et, le vendredi matin, il se présenta au bureau provisoire de l'inspecteur Slack, une salle empruntée à la salle des fêtes, et fit une déclaration manuscrite de 11 pages relatant les événements de 1947, la mort de Viola H., les circonstances particulières de ce décès, et sa connaissance, du comportement ultérieur de Neville Forsyth. Oliver Marsh avait aimé Viola H. C'était le début de tout. Il l'avait aimée d'un amour absolu et possessif, propre à certains hommes, ceux qui ne font aucune distinction entre aimer et posséder. Viola avait pris soin de lui. Peut-être, à sa manière, l'avait-elle aimé, mais elle n'avait jamais vraiment échappé au sentiment qu'elle éprouvait auparavant pour Neville Forsyth. Sentiment qu'Oliver avait clairement perçu et qu'il avait nourri d'une profonde rancœur durant les 7 années de leur mariage. À l'automne 1947, Viola lui avait annoncé son départ. Elle avait découvert quelque chose, une manipulation financière, un lien qu'Oliver lui avait caché, et elle l'avait confronté. Il avait alors perdu son sang-froid d'une manière qu'il n'avait jamais vraiment comprise depuis 5 ans. Il ne lui avait pas fait de mal lors de cette confrontation. Elle avait quitté la maison calmement et emprunté sa voiture pour rejoindre sa sœur à Exeter. Le soir même, il avait trafiqué les freins. Il n'avait pas décidé de la tuer, se répétait-il. Il se le répétait depuis 5 ans. Il en avait eu envie. Il était pris d'un mélange de rage, de chagrin et de désespoir. Et il avait fait quelque chose qu'Oliver Marsh, si rationnel, n'aurait jamais fait. Mais la voiture avait quitté la route à l'approche d'Exeter, dans des conditions météorologiques objectivement mauvaises. Peut-être aurait-elle pu y arriver. Peut-être les freins auraient-ils tenu le coup. Peut-être. Neville Forsyth le savait. Il avait reconstitué le puzzle. Oliver lui en avait trop dit dans un moment de faiblesse. Des années auparavant, et Neville possédait cette intelligence analytique qui lui permettait de reconstituer l'ensemble à partir des fragments disponibles. Il n'avait rien dit par amitié, et parce qu'il savait lui-même s'être mal comporté envers Viola, d'une manière que le silence dissimulait habilement. Ils étaient liés par cela
comme Harriet l'avait décrit à Miss Marple sur la colline, dans une terrible et oppressante complicité. Harriet avait découvert cela grâce à la lettre trouvée dans le bureau de Neville, alors que leur mariage était déjà irrémédiablement dégradé. Froide et méthodique, elle avait décidé d'en tirer profit. Non pas pour dénoncer Neville, cela aurait anéanti sa propre sécurité en tant qu'épouse, mais pour lui soutirer des concessions financières qui réorganisaient discrètement et entièrement la structure économique du mariage à son avantage. Il s'était exécuté pendant plus d'1 an, tout en engageant discrètement de nouveaux avocats et en préparant des documents juridiques qui auraient annulé tous ses acquis. Elle avait intercepté la lettre des avocats londoniens. C'était toujours elle qui allait chercher le courrier. Elle l'avait lu, elle en avait compris le sens, et elle avait pris sa décision avec la connivence. Même froide efficacité qui avait caractérisé tout ce qu'elle avait fait jusque-là. La déclaration d'Oliver, combinée aux observations rassemblées par Miss Marple et au récit d'Albert Tubbs à la police, qu'il fit suivant les conseils antérieurs de Miss Marple avec une précision plus assurée qu'il ne l'avait initialement cru possible. Au témoignage du voisin de Madame Oakes concernant la voiture grise sur la route de Brackenhouse, à l'avis reconsidéré du pathologiste concernant la blessure à la tête de Willard Trench, et enfin, et de façon plus concluante, à une petite fiole de verre trouvée dans la doublure d'un manteau gris à boutons bruns dans l'armoire du hall de Wisteria Lodge, contenant un résidu que le laboratoire identifia comme étant de la strychnine. Tout cela constituait un dossier suffisamment solide pour que l'inspecteur Slack, avec l'expression d'un homme confronté à une révision d'une ampleur considérable, inculpe Harriet Forsyth du meurtre de son mari le vendredi après-midi. L'affaire Willard Trench était plus complexe. Les preuves étaient suggestives plutôt que concluantes, et Slack a procédé avec une certaine prudence professionnelle. Mais la combinaison du flacon, des témoignages et d'une lettre trouvée dans la chambre d'Harriet, dans une enveloppe scellée adressée à son frère et jamais envoyée, dans laquelle elle abordait en des termes suffisamment opaques Golden Daffodil, mais suffisamment précis le problème de la seconde complication et ce qu'elle avait fait à ce sujet, a finalement permis de résoudre l'affaire. L'affaire concernant Oliver Marsh et son rôle dans la mort de Viola Ash était différente et plus complexe, et relevait finalement d'une autre juridiction et d'autres considérations juridiques. Il fut finalement inculpé d'une infraction moindre que le meurtre, la nature exacte de ses intentions étant même incertaine pour lui-même, et l'issue de cette procédure est sans rapport avec les événements survenus à St. Mary Mead. Ce que Miss Marple pensait d'Oliver Marsh, elle le gardait pour elle, ne le partageant qu'avec Madame Bantry autour d'une tasse de thé le samedi matin. Pour lui faire part de cette observation, certains hommes commettent des actes catastrophiques dans des moments de détresse extrême et passent le reste de leur vie dans une sorte d'exil intérieur, coupés de ce qu'ils savent d'eux-mêmes. Elle ne savait pas si c'était plus pitoyable ou plus coupable. C'était, conclut-elle, les deux, à des degrés divers et selon les circonstances. Chapitre 13. Le thé au ancien presbytère, le samedi, 2 jours après l'arrestation d'Harriet Forsyth, mené avec l'efficacité coutumière de l'inspecteur Slack et, exceptionnellement, avec moins d'erreur que d'habitude. Miss Marple fut invitée à prendre le thé chez le révérend et Madame Clément, au vieux presbytère. Ils étaient 5. Les Clément, Madame Bantry, le docteur Haydock et Miss Marple elle-même. Installés dans le confortable salon des Clément, où le feu crépitait ou flottait l'odeur des vieux livres, ils s'affairèrent pendant les 20 premières minutes autour de la théière et des assiettes de pain d'épices. Ce moment convivial permit à chacun de se remettre des affres de la semaine, sans avoir à les affronter directement. Finalement, Madame Bantry a dit, car il fallait bien que quelqu'un le fasse, et Madame Bantry était immanquablement la première à dire ce qui devait être dit. Je ne comprends toujours pas tout. Harriet qui empoisonne Neville, oui, on peut le comprendre, aussi horrible que ce soit. Mais le chantage, faire chanter son propre mari.
Pendant plus d'1 an, le mariage était terminé, dit Miss Marple d'une voix calme. Il l'était depuis un certain temps, je suppose, du moins en pratique. Mais la situation financière d'Harriet en dépendait entièrement. Elle n'avait aucun revenu propre, aucun bien propre, aucune profession. Dans ces conditions, une femme qui découvre un moyen de pression. Eh bien, la tentation est peut-être plus facile à comprendre qu'on ne le souhaiterait. C'est monstrueux, dit Madame Clément avec émotion. Oui, approuva Miss Marple. C'est le cas, mais le monstrueux et le compréhensible ne sont souvent pas aussi éloignés qu'on le souhaiterait. Le docteur Haydock posa sa tasse. Ce qui me revient sans cesse à l'esprit, dit-il, c'est que Neville est venu me voir. Il essayait de comprendre ce qu'on préparait pour lui, mais envisageait-il aussi de préparer la même chose pour quelqu'un d'autre? Pour Harriet, peut-être, si elle ne s'arrêtait pas, ou pour Oliver. J'y ai réfléchi, dit Miss Marple. Je pense que sa visite était sincèrement défensive. Il était effrayé et cherchait à comprendre la situation. S'il aurait fini par adopter une attitude plus agressive, je ne sais pas, ce n'était pas un homme passif. Mais les circonstances ne lui ont pas laissé le temps de se décider. Et le pauvre Willard Trench, dit Madame Bantry, qui était innocent de tout, sauf d'être au mauvais endroit et d'avoir vu la mauvaise chose. Et puis, il a commis l'erreur de vouloir tirer profit de ce qu'il avait vu, dit Haydock, non sans une certaine tristesse. Ce qui lui a coûté la vie. Oui, dit Miss Marple, généralement, c'est le cas pour cette erreur-là. Pas toujours de façon aussi littérale, mais l'instinct d'utiliser ce qu'on a appris par hasard, comme si le savoir était une monnaie d'échange plutôt qu'une responsabilité, a très souvent de graves conséquences. Le révérend Clément, qui avait écouté avec l'attention discrète qui caractérisait ses interventions, déclara « Ce qui me frappe le plus, c'est Philippa. Elle était au courant depuis 2 ans. Du chantage, de l'affaire Viola, de ce que Neville avait fait. Et elle n'a rien dit. Elle protégeait son frère, dit Miss Marple, et elle-même aussi. Elle vivait chez lui et dépendait de sa bienveillance concrètement. Elle espérait peut-être que la situation se résoudrait d'elle-même, comme on l'espère presque toujours quand l'alternative est d'agir. Elle marqua une pause. Elle n'est coupable d'aucune manière, juridiquement parlant. Mais elle devra vivre avec ces 2 années de silence, et ce sera un fardeau bien particulier. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Madame Clément. « Elle le sera, » dit Miss Marple. « Elle possède le tableau qui est authentique, et un véritable don pour la peinture. Elle a la sagesse de savoir ce qui compte, même si parfois elle a manqué de courage pour agir. On se remet d'épreuves extraordinaires, pourvu qu'on ait quelque chose de réel auquel se raccrocher. Madame Bantry resservit du thé. Dehors. L'après-midi de septembre avait laissé place à un début de soirée gris, et le jardin du vieux presbytère était empli de la beauté mélancolique si particulière des fleurs tardives. Dahlias, marguerites de la Saint-Michel, les dernières roses. « Comment saviez-vous que c'était Harriet ?» demanda Haydock, regardant Miss Marple avec la franchise qui le caractérisait, avant même que les preuves ne se recoupent. « Quand l'avez-vous su ?» Miss Marple réfléchit. Je ne suis pas sûr de pouvoir identifier un moment précis. C'était une succession de petits détails, son visage dans ses premières minutes, la justesse absolue de ses réponses. La façon dont elle a dit « Je ne dirais pas que Neville était facile », puis s'est aussitôt rétracté. Le manteau gris à boutons marron, dont Albert m'a parlé très tôt. La photo de Viola, la façon dont Philippa l'a déplacée, comme pour la replacer dans une position complexe, et la façon dont elle a dit « C'était il y a très longtemps », sur un ton qui signifiait le contraire. Elle marqua une pause. Et l'observation du docteur Haydock. Neville avait dit que ce qu'il avait fait et ce qu'on lui avait fait étaient indissociables. Cela indiquait, à bien y réfléchir, que la personne qui lui faisait du mal avait une connaissance précise et personnelle de sa culpabilité. La personne la plus susceptible de posséder une telle connaissance intime de ses secrets inavouables n'était ni un rival commercial, ni un investisseur lésé. C'était sa femme. Et le lien avec Viola, a déclaré Haydock. Oui, dès que Philippa m'a montré cette photo et m'a dit qui était Viola. Comment elle était morte, et qu'Oliver Marsh avait été son mari, les choses se sont éclaircies.
Il y avait un secret au cœur de l'affaire, une mort qui aurait dû faire l'objet d'une enquête et qui ne l'a pas été. Et autour de ce secret, les relations de chacun dans cette petite communauté de 3 ou 4 personnes étaient déformées par ce qu'ils savaient ou soupçonnaient à ce sujet. Comme un nœud, dit Madame Bantry de façon inattendue, autour duquel tout s'en mêle. Exactement comme un nœud, approuva Miss Marple. Et lorsqu'on tire sur le bon fil. Elle fit un petit geste précis avec ses doigts. Il se défait généralement. Le révérend Clément proposa à nouveau le pain d'épices, et pendant un petit moment, ils furent tous simplement des gens prenant le thé à la fin d'une semaine très éprouvante. Dans une pièce, chaleureuse, avec la facilité et le confort mutuel de ceux qui se connaissent depuis longtemps et qui espèrent continuer ainsi. Chapitre 14. Miss Marple lui fournit des preuves. Avant que l'affaire ne soit entièrement entre les mains des avocats, des tribunaux et de la vaste machinerie impersonnelle qui traite ce genre de choses. Il y avait eu la question de la déclaration officielle de Miss Marple à l'inspecteur Slack. Celle-ci eut lieu le lundi matin, dans la salle empruntée de la salle des fêtes du village, et l'inspecteur Slack l'aborda avec l'air d'un homme qui, malgré ses fortes réticences initiales, se voit contraint de constater qu'une dame âgée s'est montrée bien plus utile qu'il ne l'avait cru, et qui ne sait pas trop comment réagir à cette constatation. Il ne se montra pas désagréable. Au contraire, il se montra plus généreux que son caractère habituel ne le laissait présager. Il la remercia, avec la rigueur professionnelle qui le caractérisait, pour ses informations précieuses à l'enquête, et lui demanda de tout exposer, en détail et dans l'ordre, ce qu'elle fit avec la bête. Clarté méthodique qui avait toujours rendu compte de ses observations et de ses raisonnements. Dans sa déclaration, elle n'a pas inclus certains éléments. La conversation avec Harriet sur la colline, sans valeur probante, mais lourde de sens. La description de son propre raisonnement au fur et à mesure que l'affaire se développait. Les aspects les plus spéculatifs de son raisonnement concernant Viola H. Elle a fourni à Slack ce dont il avait besoin. La chronologie des événements, les observations, les témoins, le raisonnement logique qui reliait chaque fait au suivant. Slack écouta, prit des notes, posa des questions à intervalles réguliers, et à la fin, il consulta ses notes et dit « Vous avez remarqué le manteau dès le premier jour. D'après ce qu'Albert Tubbs m'a dit, oui. J'ai noté que cela pouvait être important. À ce stade, je ne savais pas à qui appartenait le manteau. Je savais seulement que quelqu'un avait quitté la tente par l'entrée arrière à un moment critique, et tu n'as même pas pensé à me le dire. J'avais conseillé à Albert de vous le dire directement. Et il l'a fait, si j'ai bien compris, même s'il lui a fallu un jour ou 2 pour se décider. Elle marqua une pause. J'aurais peut-être dû être plus direct plus tôt. J'avais encore des doutes sur certains points, et j'ai toujours pensé qu'il était plus judicieux d'avoir une compréhension assez complète de la situation avant de contacter la police, plutôt qu'une compréhension partielle. Slack émit un son qui n'était ni tout à fait un accord, ni tout à fait un désaccord. « Miss Marple, dit-il après un moment, à l'avenir. Je vais essayer d'être plus direct immédiatement, dit-elle chaleureusement. Mais je crains de ne pouvoir le garantir entièrement. Il la regarda. Son expression laissait transparaître, sinon de l'amusement, du moins une certaine sérénité. Non, dit-il. Je suppose que non. Une fois la déclaration signée, elle sortit par la salle principale de la salle des fêtes, passa devant la table où le comité du concours floral se réunissait un mardi sur 2 pour discuter des N1, préparatifs, et se retrouva dans la matinée d'octobre. Car nous étions en octobre, le premier lundi du mois, où l'air avait complètement changé de nature par rapport à la chaleur de septembre cabre, quelques semaines auparavant. Il était froid et pur, et sentait les feuilles mortes et l'odeur minérale particulière de la terre humide. Elle rentra chez elle à pied en traversant le village qui vaquait à ses occupations. Madame Wetherall balayait le perron de la poste. La camionnette du boucher était garée devant le presbytère. 2 femmes qui, à la connaissance de Miss Marple, ne s'étaient jamais adressé la parole auparavant,
discutait avec une animation surprenante au coin de la rue. La mort, dans un petit village, avait-elle souvent constaté, a paradoxalement tendance à faire tomber certaines barrières sociales, en même temps que toutes celles qu'elle érige. Elle s'arrêta un instant à la grille du cimetière, sans raison particulière, simplement parce qu'elle était là, et parce qu'elle avait constaté, au fil des ans, que c'était un lieu propice à une certaine forme de réflexion, ni morbide, ni son contraire, mais lucide. Cette lucidité qui naît de la proximité avec la fin. 2 hommes morts. Une femme sur le point d'affronter les conséquences de choix mûrement réfléchis. Un homme, Oliver Marsh, confronté à des comptes rendus 5 ans après ses actes. Une jeune femme, Philippa, dans une maison désormais vendue, avec une carrière d'aquarelliste et la tâche de reconstruire sa vie sur les ruines de tout ce en quoi elle avait cru. Miss Marple s'arrêta un instant devant le portail, puis reprit sa marche. Elle devait acheter du pain et écrire une lettre à son neveu à Londres. Les chaussettes bleues pour sa nièce étaient presque terminées. Il ne lui restait plus qu'à les détricoter, ce qu'elle pourrait faire ce soir en écoutant la radio. La vie, en général, impose des exigences, qu'on le veuille ou non. Elle avait toujours trouvé cela stimulant plutôt que décourageant. Il y avait du travail à faire et elle comptait bien s'y atteler. Chapitre 15. Le village d'en septembre. Il fallut environ 6 semaines à Sainte Mary Mead pour assimiler ce qui s'était passé, plus rapidement que Miss Marple ne l'aurait prédit et plus lentement que ce que le village croyait. L'assimilation se fit par étapes. D'abord le choc bien réel, puis les discussions animées, puis le processus de sagesse rétrospective, au cours duquel un nombre surprenant de personnes se souvinrent avoir toujours eu un pressentiment particulier à l'égard d'Harriet Forsyth. Un pressentiment qu'elle pouvait désormais définir avec une bien plus grande précision qu'à l'époque. Mademoiselle Price Ridley confia avoir toujours trouvé cette femme froide, sans toutefois préciser quoi. La froideur, chez une femme étant une caractéristique suffisamment générale pour être attribuée à posteriori à presque n'importe qui. Noad, du garage, déclara avoir su dès leur arrivée au village que quelque chose clochait dans toute cette affaire Forsyth. Une affirmation qu'on ne peut réfuter et qui ne perd rien à ne pas être. Examinez de trop près, Madame Carmody, de l'épicerie du village, dit ne pas aimer médire, ce qu'elle fit ensuite longuement, avec l'efficacité autojustificatrice de quelqu'un qui attendait précisément cette permission. Philippa Forsyth quitta Wisteria Lodge fin octobre pour s'installer dans un petit cottage près de Dorchester que ses nouveaux avocats, engagés par le docteur Haydock, soucieux de la protéger, lui, avaient trouvé un loyer raisonnable. Elle écrivit à Miss Marple une lettre de 3 pages qui, par son mélange d'honnêteté, de gratitude et d'une sorte de courage brut, était l'une des plus touchantes que Miss Marple ait reçues depuis longtemps. Elle lui répondit avec chaleur et lui prodigua des conseils pratiques. Travailler autant que possible, bien manger et marcher tous les jours, quel que soit le temps. C'était, selon Miss Marple, le remède miracle à la plupart des maux de l'être humain. Et elle pouvait se permettre de le recommander grâce à sa propre expérience. Le procès d'Harriet Forsyth, qui se déroula au printemps suivant aux assises du comté, aboutit à un verdict de culpabilité pour le meurtre de Neville Forsyth. Le jury délibéra longuement sur le second chef d'accusation, relatif à Willard Trench, avant de parvenir à la même conclusion. De l'avis de plusieurs personnes qui en discutèrent autour d'un thé à Sainte Mary Mead, la sentence du juge n'était ni sévère ni clémente, mais simplement appropriée, ce qui est sans doute le meilleur compliment que l'on puisse faire à un jugement. L'affaire d'Oliver Marsh, jugée séparément pour une accusation moindre devant un juge différent, a abouti à une condamnation qu'il a purgée avec ce qu'un sténographe judiciaire a décrit comme une moire, dignité considérable, et que Miss Marple a qualifié en privé de comportement d'un homme qui règle une dette en souffrance et qui, d'une manière complexe, est soulagé de le faire. L'inspecteur Slack reçut des félicitations pour la résolution de faire.
qu'il accepta avec l'air de quelqu'un qui sait que ses félicitations ne lui sont pas entièrement dues, mais qui ne souhaite pas compliquer les choses en le disant. Il envoya à Miss Marple une carte de Noël cette année-là, accompagnée d'un petit mot sans faute d'orthographe, ce qu'elle trouva très gentil de sa part. Le projet de Witchwood Road, privé de ses deux principaux acteurs, fut liquidé l'année suivante. Plusieurs investisseurs locaux récupérèrent une partie de leur investissement, pas la totalité, mais davantage que Willard Trench ne l'avait craint de son vivant. Les complications liées à l'urbanisme furent finalement résolues au profit d'un projet assez différent de celui initialement prévu, et la route fut construite en 1955, s'avérant, dans l'ensemble, une amélioration, et St. Mary Mead retrouva son calme, comme toujours. Miss Marple l'avait vu renaître de ses cendres après diverses perturbations au fil des ans, toujours avec cette même normalité légèrement ajustée, cette même reprise des rythmes qui lui donnait son caractère. L'Institut des femmes se réunissait. La chorale de l'église répétait. Madame Price Ridley contesta le classement des dahlias et fut une fois de plus déboutée. L'orchestre joua son arrangement de valse à l'exposition florale de l'année suivante, qui fut jugée la plus belle de l'histoire de la société, avec une mention spéciale pour les chrysanthèmes. Précoces. Les marguerites de la Saint-Michel de Miss Marple sont apparues en premier cette année-là. Elle accepta le prix avec la modestie qui convenait et alla s'asseoir dans son fauteuil en toile, près du parterre de pois de senteur, d'où elle pouvait observer toute la tente, la foule qui s'y déplaçait, et la table des rafraîchissements avec son vin de sureau. Madame Carmody, qui n'était pas une idiote, avait cette année remplacé la louche en libre service par des verres individuels versés par une jeune femme en qui elle avait une confiance absolue. Et toutes les multiples petites interactions sociales qui composent un après-midi ordinaire dans un village anglais ordinaire. Ordinaire. Elle avait toujours trouvé ce mot à la fois insuffisant et parfaitement juste. Les choses les plus extraordinaires se produisaient dans les contextes les plus ordinaires, comme elle avait l'occasion de le constater régulièrement. Ce n'était pas là, pensait-elle, un motif d'inquiétude, mais plutôt une invitation à une vigilance particulière. La vigilance discrète, silencieuse et profondément attentive de celle qui sait que les actions des gens dans le cours de leur vie quotidienne révèlent tout ce qui compte chez eux, pourvu qu'on sache les observer. Elle regardait. Elle regardait toujours. Elle reprit son tricot. Un nouveau projet, quelque chose de rose tendre. Et, assise par cet après-midi de septembre, elle observa les gens autour d'elle de ses yeux clairs et pâles qui captaient la lumière sans jamais la relâcher, et elle était, à sa manière discrète, sereine. Il existe une histoire, racontée de temps à autre à St. Mary Mead, et toujours dans des versions légèrement différentes, à propos de cette soirée d'octobre où Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Slack. Une visite qu'il n'avait pas sollicitée, et s'assit en face de lui, dans la salle des fêtes empruntée, et dit, sur le ton de quelqu'un qui mentionne un détail qu'il vient de se rappeler, « Il y a une chose que je n'ai pas incluse dans ma déposition officielle, inspecteur, non pas qu'elle paraisse sans importance, mais parce qu'elle me semblait, à l'époque, impossible à prouver, et j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas compliquer les choses. » Elle marqua une pause. Lorsque j'ai parlé avec Harriet Forside au salon, le jeudi, et qu'elle m'a demandé « Et maintenant ?» je n'avais, à ce moment-là, aucune preuve confirmée. Pas de fiole, pas de témoignage d'Oliver. Rien qu'un tribunal aurait considéré comme le point de départ d'une affaire. Slack l'avait regardée. Et elle a répondu à mes questions comme si elle savait que je possédais déjà toutes les preuves. Ce qui confirmait plutôt mon intuition. Miss Marple avait croisé les mains sur son sac. Je le mentionne seulement parce que, dans les affaires futures, il est parfois utile de se rappeler que les coupables produisent souvent leurs meilleures preuves en supposant qu'elles existent déjà. Dans les différentes versions de cette histoire, la réaction de Slack varie. Dans certains récits, il est laconique, dans d'autres, empreint de regret. Dans une version racontée par Madame Bantry avec l'assurance de quelqu'un qui n'était certainement pas présent, il rit, ce qui est constant dans toutes les versions.
c'est la fin. Miss Marple le remercia pour son temps, lui dit bonsoir et rentra chez elle dans l'obscurité d'octobre d'un pas tranquille, comme quelqu'un qui n'a nulle part où aller et aucune raison de se presser, ce qui, bien sûr, n'était pas tout à fait vrai. Son tricot rose pâle l'attendait, les chaussettes étaient terminées, la lettre écrite et le pain acheté 2 jours auparavant. Il y avait toujours quelque chose qui attendait. Il y en a toujours.